Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours. Attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours. Attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours. Attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours. Attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions.
Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours, attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours, attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours, attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Compétences et carrière, la composition d'une délicate harmonie. Sacré sujet, hein, vous en conviendrez. Vous allez le voir, l'idée, en tout cas générale, de l'ensemble de ceux qui vont participer à nos débats, si vous nous faites l'honneur de les suivre,
L'idée générale, c'est que les entreprises n'y arrivent plus. N'arrivent plus à gérer les compétences et les carrières. À qui la faute? Est-ce que c'est la faute des entreprises, trop pressées, focalisées sur leur production, qui n'arrivent plus à aller analyser des compétences qui ne sont pas directement les compétences qui leur sont utiles? Ou est-ce que c'est la faute des salariés qui, justement, veulent maintenant des cheminements personnels, ne veulent plus aller se couler dans un moule qui est un moule de production et puis ont peut-être de moins en moins d'attachement avec ce que représente l'entreprise en tant que corps social? Sacrée question, parce qu'on est au cœur, et ça vous le savez tous, de la guerre des talents et qu'il va falloir, pour les entreprises, résoudre cette équation. Gilda Poirel, donc, pour démarrer avec nous. Salut Gilda. Bonjour Stéphane. Évidemment au cœur des réflexions de Deloitte, et comme à chaque fois, c'est Deloitte qui nous permet de poser le sujet, on va le dire comme ça. Alors vas-y, comment est-ce que tu vois le truc? Compétences et carrière, composition d'une délicate harmonie, sans doute l'un des sujets les plus importants qu'aient à traiter aujourd'hui les entreprises, Gilda. Les plus importants et sur lesquels on est en constante discussion. Ouais. Je crois que pour bien aborder le sujet, il faut déjà peut-être reposer les termes du débat, parce que compétences et carrière, la signification évolue vraiment de façon très accélérée. Spectaculaire, ouais, tout à fait. Compétences d'abord. Pendant des années et des années, les entreprises se focalisaient surtout sur les compétences techniques. On voit une accélération des compétences techniques avec les nouvelles technologies, ce qui pose des problèmes pour les anticiper. On a, et tu le sais bien, ce qu'on appelle la demi-vie des compétences, c'est-à-dire combien de temps est-ce qu'une compétence est en pleine puissance et va être utile complètement pour l'entreprise. En 80, c'était d'à peu près une trentaine d'années. Aujourd'hui, on est entre 3 et 5 ans. Oh la vache. On a aussi surtout... Il faut gérer ça, voilà. Et les entreprises ne peuvent pas se dire qu'elles ne peuvent pas gérer ça ou qu'elles peuvent laisser ça de côté. Et celles qui sont tentées ou qui ont été tentées de le faire sont souvent rattrapées par la patrouille, comme on dit. Exactement. Après, à côté des compétences techniques, on le sait, ça existe depuis longtemps, mais on le voit, et particulièrement depuis les épisodes Covid, la montée en puissance des compétences comportementales. C'est-à-dire qu'il s'agit de savoir-faire, mais aussi de savoir-être. La manière dont les collaborateurs interagissent les uns avec les autres, avec l'entreprise, est complètement bouleversée. Et on voit l'émergence et l'importance de cette façon de faire. Là où traditionnellement, on avait des modes de fonctionnement qui étaient peut-être verticaux, on est à distance, on est beaucoup plus dans l'agile, et le savoir-être prend Gilda, une importance. Il y a des années que j'entends parler de ces fameux... Alors c'est bien maintenant parce qu'on dit compétences comportementales, ce qui est quand même plus simple à prononcer que soft skills. Mais il y a tellement d'années que j'entends parler de ces soft skills. Les entreprises n'ont toujours pas trouvé le mode d'emploi. Comment les repérer, comment les utiliser, c'est ça le sujet? C'est paradoxal, parce que c'est vrai que ça fait depuis les années 60-70 qu'on connaît ces sujets-là. Voilà. David McClellan, dans les années 80, a des travaux. Donc il y a un côté paradoxal, en fait, comme si les entreprises, on le sait tous en plus, en tant qu'individus, mais comme si les entreprises n'adressaient pas le sujet, ou peut-être parce que il y avait une prédominance des compétences techniques qui peut-être permettait de ne pas faire suffisamment attention aux compétences comportementales. C'est l'une des questions qu'on va poser d'ailleurs. Ensuite, on va aller sur les carrières, mais c'est l'une des questions qu'on va poser. Est-ce que la technologie, est-ce que cette fameuse intelligence artificielle, qui est maintenant partout, peut aider à la gestion de ces fameuses compétences comportementales? Oui et non. Elle l'aide, elle peut aider notamment dans tout ce qui est analyse, que ça soit, je dirais, de la façon de faire, de la façon d'écrire, de la façon de communiquer. Ouais. Ça, on a des moyens, mais ça ne remplacera jamais l'interaction humaine et la capacité qu'a le collaborateur, le manager, l'entreprise, l'écosystème de fonctionner. Donc c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça dépend de quel côté on se place, mais on remet vraiment, et paradoxalement, plus l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies montent, plus l'humain est au cœur et plus on voit que ce qui fait la différence, c'est l'humain. Bon, on va le voir, hein. Les éditeurs, eux, ils sont persuadés qu'ils ont... Enfin, les éditeurs, l'ensemble de ceux qui travaillent sur l'IA, ils sont persuadés qu'ils ont la solution, justement. Mais je pense qu'ils ont une partie de la solution. Et moi, je ne veux surtout pas opposer l'un à l'autre, parce qu'aujourd'hui, pour monter à l'échelle, comme on dit, après, ça dépend si on est grande entreprise ou plus petite entreprise. Mais heureusement qu'on a ce genre de système. Allez, les carrières. Les carrières, alors... Là aussi,
complète évolution. Complète évolution. Il y a encore 10-15 ans, derrière le mot carrière, c'était faire carrière. Il y avait une notion implicite d'évolution verticale dans l'entreprise. Tout ça, depuis plus de 10 ans, 15 ans, a bien changé. Et là encore, sans doute, a complètement volé en éclats ces dernières années. On voit ce qui s'est passé au discours de remise des diplômes de l'Agrotech, où on a des jeunes qui déclarent ouvertement que, voilà, pour eux, ils veulent un monde différent. Je ne reviens pas sur le fond, mais pour moi, c'est illustratif de ce regard qui est complètement différent. Et tu le disais en introduction, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, on parle plus de parcours de vie, que de carrière, que de faire carrière. Ouais, c'est ça. Donc ça aussi, c'est vraiment Et un là, changement. la solution, mais on va le voir, la solution, c'est multiplier les projets. C'est justement des carrières horizontales, essayer d'emmener les salariés vers des terrains qui vont les surprendre. C'est des carrières horizontales à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Ouais, et puis il y a ça aussi, ouais. Là aussi, accepter le laisser partir que pour mieux revenir. les collaborateurs partent, ne pas faire du départ d'un collaborateur une trahison, un crime de lèse-majesté, mais en fait, il y a vraiment la question de cette expérience collaborateur. Finalement, l'entreprise peut avoir un jugement de valeur, dire c'est bien, c'est mal, etc. Mais comment est-ce qu'il ou elle réfléchit ? Quel est son besoin et comment je vais, moi, en tant qu'entreprise, répondre et trouver le besoin qui est le mien, qui est de faire tourner, on va dire, la machine. Oui, parce qu'à l'arrivée, il faut produire. Oui, absolument. À l'arrivée, il faut satisfaire le client, il faut signer les bons de commande, il faut produire, il faut gérer la logistique, il faut faire tourner la boîte quand même, au cœur de l'ensemble de ces parcours. Oui. Mais on n'a pas le choix. On est obligé, et c'est peut-être ta conclusion, Gilda, obligé de reconnaître chaque individu dans ses aspirations quasi personnelles aujourd'hui pour faire une entreprise. En fait, je ne sais pas si j'irai jusque-là, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse faire une entreprise à la carte pour chaque individu. C'est la question. En revanche, pour moi, ce qui est clair, c'est l'expérience collaborateur et penser l'expérience collaborateur, au moins par groupe de collaborateurs. Quels sont, selon les implantations géographiques, selon les parcours de vie, selon l'expérience, selon les besoins, reconnaître qu'il y a une diversité et déjà, s'il y a cette prise en compte de cette diversité, c'est déjà un premier pas. Encore une fois, je ne suis pas sûr qu'on ira à la carte, même si pour le collaborateur, il ou elle voit sa carrière. Et ce qui est important, c'est cette capacité qu'a l'entreprise à rentrer dans un dialogue qui passe par aussi la proximité managériale ou le temps qu'on va consacrer à l'individu, pour le coup, pour écouter et peut-être pour confronter son souhait du besoin de l'entreprise. Parce que c'est toujours ça aussi, la délicate harmonie, c'est comment est-ce que, moi j'ai des besoins en tant qu'entreprise, comment est-ce que je prends en compte les besoins des collaborateurs, les envies des collaborateurs, dans une certaine limite. Gilda Poirel, donc, et les convictions de Deloitte sur ce sujet central, compétences et carrière et la composition d'une délicate harmonie. Nous voilà repartis donc pour débattre de cette question clé autour de la composition d'une délicate harmonie sur les compétences et les carrières. On va débattre de ça avec Vincent Béliveau. Salut Vincent. Bonjour. Cornerstone, un petit mot sur ce que fait Cornerstone justement, et puis ensuite on va rentrer dans une étude très très intéressante que vous avez faite et qui va permettre de poser le sujet. Nous sommes un éditeur de logiciels RH spécialisé justement sur le sujet des compétences, de la formation et des talents, avec plus de 75 millions d'utilisateurs dans le monde. La France étant notre deuxième marché mondial, c'est un des marchés très importants pour nous, où l'on voit beaucoup d'effervescence sur cette même question des compétences. Bon, parfait, boîte américaine, Cornerstone ? Société américaine en effet, mais je gère l'international et je suis basé à Paris. Et puis Fabien Gillen, salut Fabien. Bonjour, Nexans, voilà, DRH de Nexans, merveilleuse entreprise Nexans, celle qui fait notre transition énergétique, on peut le dire comme ça. Exactement, Nexans c'est un champion d'énergie, donc moi je pilote le business group BNT Northern de Nexans pour les ressources humaines et la communication avec plaisir depuis maintenant quelques temps. Tiens, ça va être une de mes premières questions d'ailleurs, et ensuite on ira voir l'étude Cornerstone, mais est-ce que ça aide dans la composition d'une délicate harmonie que d'être une entreprise qui est un pivot central aujourd'hui du défi climatique ? Ah bah, tout à fait, puisque aujourd'hui, les enjeux climatiques, on le voit encore ce matin, j'entendais les problèmes de sécheresse que nous avons dans le monde,
sont au cœur des préoccupations maintenant à la fois des jeunes générations, des salariés, puis du citoyen d'une manière générale. Donc être au cœur de cette transition énergétique donne véritablement un éclairage et une exposition au groupe. Donc toi, DRH de Nexans, tu as un ingénieur en face de toi, tu t'insistes là-dessus et tu lui dis vraiment, tu vas... Pas que les ingénieurs, de l'ensemble des personnes qui veulent collaborer à la vie de l'entreprise, Ouais. on dit venez participer avec nous, vous allez au moins être utile sur ce combat-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement attractif, que ce soit vis-à-vis des jeunes ou des moins jeunes générations qui nous rejoignent. Alors, compétence d'une délicate harmonie. Et donc, Vincent, tu m'as fait passer une étude très, très intéressante d'un bug, d'une incompréhension, on va le dire comme ça, hein, entre les entreprises et les salariés. Mais je te laisse détailler le truc. Les entreprises pensent qu'elles font ce qu'il faut. Les salariés sont absolument pas le cas. Donc, ce qui se passe, c'est que d'une part, les entreprises, 90% en moyenne partout dans le monde, incluant en France, sont convaincus de déployer les bonnes méthodes, les bons process, de mettre tout en place pour accompagner leurs collaborateurs dans le développement des compétences attendues dans le marché de demain, et le marché d'aujourd'hui d'ailleurs. Tandis que les collaborateurs affichent un écart de perception là-dessus de 40%. Il y a un an, quand on a fait l'étude, la première étude, c'était 30%. C'est passé à 50% maintenant. Donc, il y a vraiment eu l'écart se creuse. L'écart s'est creusé. Mon analyse, c'est que la vitesse à laquelle les compétences deviennent obsolètes, les métiers changent, s'accélèrent. Les entreprises, oui, déploient de plus en plus d'efforts, mais ça ne va pas assez vite. Les collaborateurs le sentent et demandent une accélération là-dessus. Par contre, attention, les entreprises les plus performantes, chez elles, cet écart se creuse à seulement 11%, tandis qu'il est de 50% chez les entreprises en moyenne. Et donc, clairement, les entreprises les plus performantes sont celles qui affichent une vraie volonté de développer les collaborateurs, de leur donner un accompagnement pour qu'ils puissent... il ou elle, développer les compétences attendues Vincent, d'eux-mêmes. attends, alors, parce que c'est l'une des questions aussi. On parle de compétences. Ce sont les compétences pour produire, les compétences qui sont directement utiles à l'entreprise, ou ce sont des compétences parfois plus comportementales, mais pas seulement, mais en tout cas des compétences qui seront plus utiles aux collaborateurs pour derrière construire sa carrière. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot ? C'est une excellente question. En toute transparence, dans l'étude, on parle de compétences de façon plus large, mais par contre, je peux parler de mon expérience à échanger avec un grand nombre de clients, des RH, etc. On va parler de toutes les compétences attendues par un collaborateur pour avoir une employabilité demain et attendues par un employeur pour développer, par exemple, chez Nexans, ça sera les métiers de la transition énergétique, par exemple, mais évidemment aussi tous les métiers dits plus soft, entre guillemets, les métiers du comportement si on veut, qui sont de plus en plus attendus dans le travail en équipe, dans le travail à distance, etc. aujourd'hui. Fabien, alors d'abord, est-ce que tu sens, toi, ce gouffre entre ce que tu penses mettre à la disposition des salariés et la façon dont ils reçoivent tout ce que tu mets à disposition ? Alors c'est vrai qu'il y a toujours une différence un peu de perception entre les personnes qui organisent finalement la formation dans l'entreprise et les personnes qui la reçoivent. Ouais. Alors je suis d'accord, j'ai lu d'ailleurs l'étude très intéressante de Cornerstone sur les organisations hautement performantes en matière d'apprentissage. Et c'est vrai que finalement, on voit bien qu'un élément clé dans l'apprentissage du groupe, et pour ça le Covid a changé un peu le paradigme aussi, accéléré le changement du paradigme, c'est la capacité à la fois à fournir du contenu pertinent et accessible, et l'expérimentation. Et pour moi, le mot-clé là-dessus, c'est l'expérimentation, la capacité à transformer un savoir qui est de plus en plus accessible, mais qu'il convient d'organiser et de prioriser en termes d'apprentissage, et de faire en sorte qu'il puisse être mis véritablement donc, en action dans l'entreprise avec un support interne, notamment des mentors internes, ou des intervenants qui permettent véritablement d'accompagner le salarié dans cette courbe d'apprentissage. Il ne faut pas qu'il ait l'impression d'apprendre dans le vide. Exactement, qu'il y ait une utilisation rapide et aussi simplement pour des questions mémorielles, de mémorisation, pardon. La question de la mémorisation est très importante. Si on fait beaucoup, par exemple, de e-learning sans mise en application, on sait bien que relativement à court terme, on va perdre une grosse partie de ce savoir. Donc c'est important pour nous de mettre en œuvre. Mais l'autre question que je posais à Vincent, c'est-à-dire, alors pour le coup, en plus, Nexans, la tête dans le guidon, au cœur de la production, particulièrement en ce moment, il faut aller chercher des matières premières, des composants absolument. Est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a le loisir de développer autre chose que les compétences qui sont directement utiles pour cette production ? Alors c'est un enjeu crucial, c'est aussi un challenge parce qu'il faut effectivement assurer le quotidien, faire en sorte que nous puissions fournir nos clients
avec des câbles et composants et des systèmes et des solutions adaptées, parce qu'on fait partie aussi de cette maîtrise énergétique au niveau mondial. On voit bien quand on a une coupure de courant, ô combien on peut être démuni aujourd'hui. Donc c'est quand même très stratégique de pouvoir assurer ce service-là. Et en même temps, penser l'avenir. C'est pour ça qu'aussi on a aujourd'hui des grands programmes, notamment de digitalisation de nos usines, avec des pilotes. On a un pilote en France, à Autun, donc en Bourgogne, également en Suède, donc j'y étais la semaine dernière, de manière à pouvoir accompagner les équipes et notamment les opérateurs, l'école bleue de l'entreprise, sur cette évolution de métier extrêmement importante. Vincent, est-ce qu'on peut dire un mot de ces compétences comportementales et de la façon... Et alors, c'est l'une des questions que je vais poser d'ailleurs au cœur de ces débats qui sont vraiment très très intéressants. La façon dont la technologie pense pouvoir aider les entreprises à mieux gérer, mieux cartographier, mieux utiliser ces compétences comportementales. Tout à fait. J'allais au-delà des compétences comportementales. Alors vas-y. Ce qu'il faut, c'est mettre au cœur de la stratégie la compréhension des compétences des uns et des autres. Donc aujourd'hui, avec l'IA, on est en mesure de détecter automatiquement, avec une précision assez grande, les compétences des uns et des autres au sein d'un groupe. Chacun peut ensuite dire, voilà, cette compétence-là, je souhaite la développer, celle-là, je ne souhaite pas trop la développer, puis en fait, je ne suis pas vraiment acquise, alors que celles-ci sont celles sur lesquelles je veux miser mon intérêt, ma carrière, etc. Une fois qu'on a pu ancrer cette vision, et l'IA aujourd'hui le permet, nous avons fait le rachat de la pépite française Clostry, qui est devenue maintenant au cœur de ce qu'on appelle le Skills Graph, le moteur de compétences, si on veut, au sein de Cornerstone. Ensuite, à partir de là, on peut offrir d'une part aux collaborateurs une expérience en leur offrant des formations recommandées sur la base des intérêts qu'ils ou elles ont affichés en termes de développement de compétences, qu'elles soient comportementales ou non. Donc ça, c'est vraiment à la demande du collaborateur. On prend le point de vue du collaborateur. On va appeler ça la couche expérience, vraiment centrée sur le collaborateur, son souhait d'évolution de carrière, son souhait de développement personnel, professionnel dans son entreprise. Par ailleurs, on va aussi offrir la couche de gestion des process de compétences, de formation, d'entretien annuel, de plan de développement, etc., où là, l'entreprise peut miser sur ses métiers de demain, peut miser sur les compétences attendues vraiment stratégiques, transition énergétique, j'imagine, chez Nexans, et vraiment avoir des grands programmes. Et donc, c'est cette dualité, à la fois venir chercher ce que le collaborateur recherche, mais d'autre part, s'assurer de pousser, entre guillemets, le besoin de l'entreprise. Et c'est ces deux éléments en même temps qui doivent être, d'où la délicate harmonie, qui doivent être mises en musique. Mais le tout avec des contenus très, très riches. Un mot de détail sur Clostry, parce que c'est très intéressant. Donc, comme tu le dis, fondé en France, à l'époque, on ne parlait pas encore de French Tech d'ailleurs. Et si je me souviens bien, c'est en fait des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de parcours de carrière qui sont reconstitués. Et donc, le collaborateur, en fait, peut voir un petit peu quel peut être son cheminement naturel au regard de tout ce qui s'est passé du côté de ses pairs. C'est un peu ça l'idée, Vincent. Donc, et c'est très, très intéressant. Mais attention, ça. Encore une fois... Et où est-ce qu'il y a des virages à prendre, justement? Encore une fois, sur l'harmonie délicate dont on parlait tout à l'heure, pour nous, il faut à la fois gérer les compétences développées par l'entreprise, bien entendu, les cheminements de carrière, bien entendu, par l'entreprise, et développer aussi, à travers l'IA, la recommandation qui permet de faire la montée à l'échelle, si on veut, pour et la personnalisation pour chaque individu de la formation attendue par rapport à telle ou telle compétence, mais aussi en fonction de mon parcours, de mes compétences et de mes intérêts, quel cheminement de carrière potentiel serait pertinent pour moi. Voilà, c'est ça. Fabien, tu crois à ces promesses de la technologie? Tu n'es pas obligé de dire oui. Il est très, très convaincant, Vincent, mais derrière... On rentre des hommes quand même qu'on essaye de mettre en équation. Alors, je crois beaucoup à la complémentarité finalement, la facilitation et l'accélération de l'acquisition de compétences par les outils. C'est vrai que l'IA nous aide à essayer d'avoir des parcours plus adaptés. Parce que l'offre de savoir est extrêmement importante aujourd'hui. Il y a quelques années, une dizaine d'années, c'était une question d'accessibilité au savoir qui était importante. Aujourd'hui, l'accessibilité est présente pour tous. Mais comment sélectionner, comment segmenter, comment véritablement enrichir son parcours? Donc ça, l'IA peut véritablement nous aider. Ensuite, l'entreprise, ça reste quand même, et heureusement, une aventure humaine, d'où les interactions à l'intérieur de l'entreprise, la capacité de faire ce mentoring interne, de développer les compétences et d'offrir différentes voies possibles de développement à l'intérieur de l'entreprise, parfois à l'extérieur de l'entreprise pour enrichir son parcours et revenir d'autant plus renforcé dans le cadre d'une évolution qui est maintenant, j'allais dire, multimodale ou à multiparamètres. Alors ça, c'est un sujet très important, mais dont on parlera davantage dans l'autre débat, celui, peut-être que vous nous ferez l'honneur de regarder, mais tu crois, mais juste d'un mot, tu crois que tu peux laisser tes collaborateurs partir pour mieux revenir ? Je crois que il faut mieux vraiment avoir des collaborateurs qui soient heureux et en situation d'apprentissage dans l'entreprise et qui, à un moment donné, lorsqu'il n'y a pas le relais de croissance pour eux dans l'entreprise, vivre autre chose et revenir avec d'autant plus de motivation parce que tous ceux qui reviennent connaissent l'entreprise.
Donc c'est quand même une vraie richesse d'avoir des personnes qui se disent maintenant, je me ressens en situation de volonté et de capacité de recontribuer à une aventure collective. Vincent, il va falloir organiser des parcours de carrière comme ça, c'est ta conviction? Tout à fait, il faut ouvrir... Sacré risque quand même. C'est vrai que c'est un risque. C'est étant dit, avec la pandémie, le Great Resignation, donc La grande démission. La grande démission dans le marché, on voit pas mal de parcours revenir. On le voit en interne chez nous, on le voit chez nos clients. Il y a un peu eu ce mouvement de personnel qui s'est créé, mais qui au final est très riche, parce que les gens reviennent forts d'une nouvelle expérience et forts d'une nouvelle motivation également. Je voulais souligner un point par rapport à ce qu'on discutait. L'approche est différente, mais au final très similaire dans les petites et moyennes entreprises, comme dans les grands groupes. Chez Cornerstone, on travaille avec, bien sûr, Nexans, avec Groupe La Poste, Groupe DPDHL, Groupe Nestlé, etc., des très grandes entreprises, mais aussi des PME de 500, 1000 collaborateurs, 2000 collaborateurs. Et ce qu'on va retrouver, c'est cette même volonté d'offrir aux collaborateurs la possibilité de se développer et d'avoir une mobilité interne, sachant bien sûr que les parcours vont être très différents dans un petit groupe. Ça va être plus d'avoir une visibilité, de nouvelles idées. Les postes n'existent même pas encore. Tandis que dans un grand groupe, ça va être un peu de sortir du schéma classique vertical et d'offrir une visibilité sur des schémas. Je suis programme manager ou chef de projet. Est-ce que je peux devenir maintenant chef de produit, peut-être en marketing ou même dans une fonction plus technique? Et du coup, quelles compétences je dois développer pour poursuivre ce cheminement de carrière-là? Excellent. Un dernier mot, Fabien. Tu crois beaucoup pour essayer de réconcilier ces cheminements de carrière et ces aspirations des collaborateurs à l'intrapreneuriat? Oui, c'est aussi une autre forme pour quelqu'un finalement de développer des projets internes, proches de ce qu'il a pu développer dans l'entreprise, de le faire soit dans le cadre de la stratégie de l'entreprise, soit d'éclore sur d'autres métiers ou d'autres opportunités de business qui permettront ensuite de se développer finalement quand ça sera mature à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est des formes qu'on investigue aujourd'hui aussi. Oui, mais ça s'organise. Ça veut dire que tu es prêt à laisser, j'en sais rien d'ailleurs, tu vas me le dire, 1-2 jours par semaine à certains de tes collaborateurs pour monter leur projet. À un moment d'ailleurs, Nexans a peut-être déjà en tête de pouvoir investir, enfin certains le font aujourd'hui, de pouvoir investir dans ce projet s'il se trouve intéressant. Alors aujourd'hui, on est très investi dans un écosystème de start-up avec lesquels nous travaillons pour développer un certain nombre de concepts. On n'a pas encore passé ce pas-là tout à fait de la mise à disposition d'un dispositif structuré, mais c'est quelque chose qui est envisagé, sur lequel on travaille aujourd'hui. Bon, tu as l'impression d'avancer, juste en conclusion, tu as l'impression d'avancer dans le brouillard sur ce sujet compétences et carrière, où tu as, on a vu, un certain nombre de convictions qui te permettent aujourd'hui de trouver ton chemin. Un certain nombre de convictions qui est véritablement d'offrir, on parle beaucoup d'expérience client finalement, mais une expérience collaborateur à l'intérieur de l'entreprise qui soit satisfaisante, d'abord avec du sens. Travailler dans une entreprise qui a une vraie mission et une vraie conviction aussi sur son rôle à la fois social et en termes de contribution à cette transition énergétique. Essayer de créer des conditions de vie et des conditions de travail qui soient véritablement satisfaisantes, où on peut s'épanouir, et ensuite avoir différentes possibilités d'évolution dans l'entreprise en travaillant sur les compétences transversales, les compétences comportementales, pour pouvoir aussi avoir l'opportunité, quand on le souhaite, de changer de métier et de le faire avec succès. Merci messieurs, Vincent Béliveau, donc Cornerstone, et Fabien Gillen, le DRH de Nexans. Nous voilà repartis pour nos débats autour de compétences, carrière, la composition d'une délicate harmonie. Éric Gélé, bonjour Éric. Bonjour Stéphane. Smart Recruiters. Comme son nom l'indique, j'allais dire 2 mots sur ce que nous dit Smart Recruiters, mais pour le coup... Effectivement, on fait du recrutement. Oui. On est éditeur de logiciels de recrutement. On essaye d'être intelligent. On essaye d'être intelligent. Rémi Boyer, salut Rémi. Bonjour Stéphane. Tu es le DRH de Corian, donc le groupe de maisons de retraite. Éric, je vais te rendre hommage parce que c'est toi qui m'a permis de poser cette question, qui est une question absolument passionnante. Les entreprises n'arrivent plus, m'as-tu dit, à composer des carrières, à gérer des carrières. La faute à qui ? Alors la faute, elle est... Qu'est-ce que tu voulais dire ? En gros, est-ce que ce sont les salariés eux-mêmes qui veulent des cheminements personnels ? Je crois qu'on est... Ou est-ce que ce sont les entreprises qui ne veulent que produire, sans plus du tout se soucier des aspirations de leurs salariés ? Je crois que la faute, elle est des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu d'immédiateté pour tout le monde. On est dans l'immédiateté. Donc les entreprises veulent immédiatement des compétences et les collaborateurs veulent immédiatement qu'on réponde à leurs attentes.
Donc j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, je veux ceci, je veux cela. Donc je bouge si j'ai pas ce que je veux tout de suite. Il n'y a pas de construction dans le futur. Et idem côté entreprise, les entreprises se disent voilà, j'ai besoin de telle et telle compétence, j'ai besoin de pour faire telle et telle action ou alignement par rapport à ma stratégie. Et donc je vais tout de suite chercher à l'extérieur. C'est d'autant plus facile qu'aujourd'hui, dans un monde remote, il y a des compétences partout dans le monde. C'est facile à trouver. Du coup, je ne construis pas. Challenger un peu là-dessus, parce que, donc, guerre des talents, évidemment, hein, c'est le cœur de ces débats. Moi, je suis l'entreprise. Je ne sais pas si le gars, il sera encore là dans 6, 8 mois, 1 an, 2 ans. Investir sur son développement personnel, investir sur une carrière pour lui, etc., c'est peut-être du temps perdu pour moi. Oui, justement, c'est ce que pensent plein de gens. Donc, du coup, ils vont piocher dans l'immédiateté. J'ai tout de suite une compétence disponible, je vais essayer de l'apprendre et je ne construis pas, en fait. Comment, Rémi, est-ce que tu m'as dit, non, parce que la phrase est belle, tu m'as dit, quand on discutait de ça pour présenter le truc, tu m'as dit, un DRH ne peut pas dire que c'est la faute des salariés, c'est pas possible. Non, je crois pas. Je crois qu'il y a une sorte d'analogie avec l'obligation de l'employeur d'assurer la santé et la sécurité de l'employé chez lui. Hein, ça, c'est le code du travail. Alors, il n'existe pas d'équivalent de code du travail pour la partie développement des carrières, mais quand même, depuis la loi, je crois, Rebsamen ou El Khomri, il y a une obligation tous les 2 ans de faire un entretien professionnel pendant lequel on demande au salarié ce qu'il veut faire, comment il veut se développer. Donc, c'est quand même un peu une obligation de l'employeur. Ah, dis donc, oui. Et même, j'irais un peu plus il loin, peut faire l'entretien, mais après, est-ce qu'il est obligé, est-ce qu'il y a une obligation de moyens en face de cet entretien? Je pense que c'est la responsabilité de l'entreprise de s'occuper des carrières et du développement des salariés sur la durée. Sinon, ça ne sert à rien. Comme dit Eric, c'est une sorte de machine à laver, on rentre, on sort. En plus, dans notre secteur, nous, sur le secteur de la santé et du soin, on a beaucoup de turnover. C'est comme un peu dans le service. Hein. Donc, on a une rotation des équipes qui est fréquente. On peut donner les chiffres parce qu'ils sont un peu impressionnants. Oui, on peut donner. Dans le service, on est entre 15 et 20%. Corian, c'est un petit peu moins de 20%. Et c'est un peu toujours les mêmes qui bougent. C'est-à-dire qu'on a un socle stable. Et puis, on a une petite partie qui bouge tout le temps. Et donc, c'est bien sur cette partie-là. Et qui bougent tout le temps, qui vont chez les concurrents, ou qui changent de vie, ou qui... Il y a un peu tout. Il y a un peu tout. Hein, c'est un secteur, effectivement, où le travail est intense, avec une charge psychologique, émotionnelle intense, avec des journées remplies, complètes. On l'a vu pendant la crise de la Covid. Donc, il faut que l'entreprise s'intéresse à ses carrières. Il faut qu'elle s'intéresse parce que d'abord, elle s'intéresse à ses salariés. Et donc, si elle s'intéresse à ses salariés, elle s'intéresse forcément à leur développement de carrière. Mais face à ce turnover, la question que je posais à Eric tout à l'heure, tu dis, moi, je vais investir sur un gars qui va partir dans 3 mois, si ça se trouve. Non, il faut faire ce pari-là. Il faut même faire le pari contraire. Oui, bien sûr, on est passé, de toute façon, d'un marché de la demande à un marché de l'offre. Hein. Ça, c'est clair. Bon. Exactement. Donc, de toute façon, il faut se mettre dans la perspective qu'on va garder longtemps ces salariés. Et d'ailleurs, nous, on s'est fixé comme objectif d'augmenter chaque année l'ancienneté moyenne de tous les salariés. Et sachant que cet indicateur, évidemment, c'est un résultat de plein d'autres indicateurs. Mais donc, on regarde chaque année si on prend 0,5, 1 an de plus chaque année. Ah, c'est incroyable. Voilà. Et donc, c'est bien un objectif de l'entreprise, oui, bien sûr. Bon alors, bonne pratique. Comment on fait? Essaye de nous mettre. Alors évidemment, on n'a pas... C'est toute la logique de la rétention et de la fidélisation des talents. Et donc, en fait, qu'est-ce qui est en jeu là? C'est la qualité du contrat social que l'entreprise, ici Corian, peut offrir à ses salariés. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Bien sûr, il faut éviter qu'on perde des équipes, mais ça passe par plusieurs leviers, qui sont des leviers assez classiques en RH, mais enfin qu'il faut se rappeler quand même, parce que c'est la base. La première, c'est un environnement de travail sûr et sain, donc la santé et sécurité au travail. Typiquement, dans notre secteur, il faut s'améliorer là-dessus. Il y a ensuite la qualité du management, qui est peut-être le levier le plus important, parce que on dit souvent, on part ou on reste dans une entreprise à cause de son manager. Il y a un troisième levier qui est la qualité de contrat social, en ce compris les salaires, mais aussi tout ce qui est autour des salaires, le non salarial, comme on dit. Et puis, il y a quand même un point important, de plus en plus, c'est la culture et les valeurs de l'entreprise qui font rester les gens ou pas. C'est-à-dire la cohérence entre les valeurs affichées, la pratique et l'exemplarité des dirigeants et des managers. Eric, d'accord avec ça? Complètement, je rajouterais donner du sens. Souvent, aujourd'hui... c'est un peu ce qu'il disait sur la cohérence, en fait. Quand on ne donne pas de sens aux collaborateurs, il se dit pourquoi je resterai, pourquoi j'irai pas ailleurs, et ainsi de suite. Si on lui donne du sens, si on lui donne l'impression qu'il construit quelque chose, que ce soit une carrière horizontale ou une carrière verticale, donner du sens et lui donner une perspective de voilà ce qu'il est en train de construire, ça c'est le rôle du manager. Je pense que c'est la meilleure façon de fidéliser, au-delà du salaire, au-delà des avantages. Allons-y sur cette histoire horizontale-verticale. Comment est-ce que tu... Après, Rémi nous donnera quelques détails et nous dira comment ça s'incarne. Pour moi, on est autour de la mobilité interne. Donc, il y a effectivement tous les outils qui vont aider à cette mobilité interne. Rémi parlait de l'entretien annuel, qui est évidemment un des éléments clés pour améliorer et
récupérer, collecter les besoins, les envies d'évolution des uns et des autres. Mais il y a aussi cet outil de mobilité interne, de dire comment je vais répondre aux besoins de mon entreprise, des départements, de l'évolution de mon métier et autres. Et pour moi, c'est à ce moment-là qu'on peut donner du sens aux collaborateurs en leur disant, ben voilà, tu vas rajouter si je fais cette métaphore de la construction d'un mur, tu vas rajouter des briques, soit de manière horizontale pour construire une base très solide, soit tu vas la construire verticalement et te développer verticalement. Mais je pense que c'est à ce moment-là... Mais le sujet aujourd'hui, il est bien plus horizontal que vertical pour les entreprises. Ouais. Aujourd'hui, oui. Parce qu'on a aussi, et visiblement tout le monde pense que c'est une très bonne chose, on a supprimé des niveaux de management. C'est clair que dans toutes les Il y a organisations, moins de petits chefs. Voilà, quelle que soit la taille d'organisation, on est sur des râteaux qui sont très plats. Hein, oui, c'est clair. Ouais, voilà, c'est ça. Rémi, il faut le dire, on ne l'a pas dit, j'ai 1000 sites en Europe, c'est ça, 1000 sites en Europe dans 7 pays. Voilà. Oui, c'est ça. Et c'est directeur de site, tu m'expliquais, c'est le cœur de ta boîte. En fait. C'est le cœur de la boîte. C'est celui ou celle qui tient la maison. Ouais. C'est souvent des maisons. Hein. C'est 1000 sites, c'est vrai, mais c'est 1000 fois un site d'environ 60 ETP ou jusqu'à 80 dans les cliniques spécialisées. Donc, c'est des petits collectifs de travail. Et là, le directeur et son comité de direction font le site. Ouais. Par la qualité du management, je le disais, mais aussi par la capacité à connaître ses équipes. Et la mobilité, c'est d'abord bien connaître ses équipes, en fait, pour reprendre ta première question. Si on s'intéresse à ses équipes, à ses salariés, on sait ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils font, on connaît aussi leur vie privée. C'est un élément important de la mobilité, savoir si son conjoint va bouger, a bougé, si la famille est fixe, si on vit dans une communauté de laquelle on n'a pas tellement envie de bouger. Voilà, ce sont des éléments qualitatifs qu'il faut intégrer dans la mobilité. Mais ça, il faut que le salarié te le dise. Ah ben bien sûr. Oui, mais la mobilité, c'est pas seulement que tu vas aller chercher si jamais le salarié te le dit pas. C'est vrai, mais ce que je veux dire par là, c'est que la mobilité, c'est pas seulement un processus RH où on s'assoit une fois par an pour recueillir les... Voilà. Et donc, cette intelligence de la mobilité, il faut la construire, et elle se construit localement. Ensuite, par rapport au vertical versus horizontal, c'est clair que dans un groupe comme Korian, on a par rapport à d'autres secteurs industriels où il y a une très large palette d'emplois, y compris à l'international, par exemple, hein, ou en mobilité verticale, on a une pyramide qui est très étroite, en fait. Parce que tu l'as dit, on a 1000 sites, mais on a, si je prends la France, il y a 450 sites. Bon, il y a une vingtaine de directeurs régionaux qui sont un peu les grands patrons de la boîte, d'un ensemble de maisons. Puis au-dessus, il y a un ou deux directeurs des opérations au niveau de la France. Donc, vous voyez, la pyramide est très étroite. Donc, si on veut susciter ces mobilités verticales, on est plutôt dans une logique d'aspiration, de talent, ou voire de haut potentiel, alors qu'il y a une immense base d'employés qui ne bougeront jamais comme ça. Et donc, c'est bien cette mobilité latérale qu'il faut organiser. Et pour les directeurs de site, c'est très vrai. C'est-à-dire que tous les directeurs de site, les 450, ne deviendront pas forcément le directeur des opérations France. En revanche, tous doivent avoir une opportunité de bouger latéralement. C'est-à-dire qu'on leur propose un élargissement des missions, des projets intéressants dans lesquels ils vont avoir quelque chose à apporter, y compris leur expertise, ou une mobilité locale ou régionale. Voilà. C'est comme ça qu'on peut travailler à la fois le vertical et l'horizontal. Oui, parce que tu portes en plus une activité, pardon d'utiliser ce terme, mais quasi politique. Enfin, on parle évidemment du réchauffement climatique. L'autre grand enjeu devant nous, c'est bien le vieillissement de la population, l'inéluctable vieillissement de la population. On dit souvent ça, on dit souvent qu'il y a la transition climatique d'un côté et la transition démographique de l'autre. Voilà, exactement. Et c'est ce qui nous arrive demain. Et donc l'idée, c'est que ces directeurs de sites, par exemple, ils peuvent réfléchir à inventer des solutions nouvelles. Et donc mais ça veut dire que tu dois les sortir de leurs responsabilités pour leur permettre de faire ça. Oui et non. C'est-à-dire qu'on est très décentralisé. Donc chaque site est autonome dans la conduite de sa maison, de son établissement, bien sûr dans le respect des règles fixées par le groupe, des règles de santé, des normes, des standards. Mais il innove beaucoup localement parce qu'il est innervé dans le tissu local. Donc il va avoir à interagir en permanence avec le maire, le pharmacien du coin, bien sûr l'autorité de tutelle, les ARS, mais aussi les fournisseurs, les familles bien sûr qui sont omniprésentes et c'est normal. Bon. Et donc il va devoir forcément innover dans le cadre qui lui est confié. Et en innovant, eh bien, il va trouver des solutions qui n'existent pas ailleurs, dans le site d'à côté ou dans le site du nord de la France. Voilà. Et donc, c'est en leur proposant des missions au niveau du groupe, du siège ou de la France, qu'on va pouvoir élargir leur scope pour des gens qui sont là depuis 5, 7, voire plus années d'exercice sur place. Éric, tu regrettes que les entreprises n'utilisent pas, en fait, autant qu'elles le pourraient, le potentiel de la technologie que, justement, vous, éditeurs, vous arrivez à développer. Alors, c'est vrai que j'ai toujours cette petite frustration de dire mais pourquoi vous ne faites pas ça, pourquoi vous n'utilisez pas ceci, pourquoi vous n'utilisez pas cela. Pour revenir sur ce que disait Rémi tout à l'heure, justement, grâce à la techno, c'est tout ce qui va être intelligence artificielle, tout le côté prédictif, hein, vous en parliez dans le débat d'avant, c'était intéressant, et je pense que ça va jouer aussi beaucoup pour
affiner les besoins, les envies des employés. Et aujourd'hui, les gens, ils sont plus à la recherche de missions. Tu en parlais tout à l'heure, ils cherchent des nouvelles missions, des nouveaux projets, plus que forcément développer une verticalité. Il y a moins, je trouve, chez les jeunes, d'ambition de devenir chef ou grand chef. Il y a plus une ambition de faire plein de projets intéressants. Non, mais Eric, reviens sur la techno. Tu m'as dit, nous mettons en place des outils bien plus puissants que ce qu'en font les entreprises. Concrètement, qu'est-ce qu'elles pourraient en faire? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a à disposition des entreprises plein d'outils pour faire plein de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate que les éditeurs innovent, poussent sur l'intelligence artificielle, sur du prédictif, sur des évaluations, de l'assessment, notamment autour des soft skills, par exemple. Il y a énormément de choses qui existent sur le marché. Très peu d'entreprises mettent en place des tests, des évaluations, le font régulièrement, les benchmarks, les analyses. Autour de la big data, aujourd'hui, dans le prédictif, on peut déterminer des aptitudes chez les gens qui sont très, très puissantes. Les entreprises ne le font pas par manque de temps, par manque d'envie, par manque de moyens, pour plein de raisons. Mais les outils sont là, ils sont prêts et les entreprises peuvent les utiliser. Ou parce qu'elles n'accordent pas toute la crédibilité aux outils. Non, Rémi, non, je crois honnêtement qu'on est au début d'une histoire. Ouais. Ça fait un moment que je fais des ressources humaines. On se connaît bien avec Eric, c'est en train d'arriver. Je pense que nos entreprises ont d'abord dû nettoyer la maison, solder un peu ce très gros héritage, ce qu'on appelle le legacy parfois en IT, des systèmes de paye par exemple, qui sont quand même la base de la donnée, bon, en RH en tout cas. Bon, une fois qu'on a fait ce travail-là, et je crois qu'on est tous en train de terminer ce travail-là, il faut aller sur la couche supérieure qui est l'intelligence des données. Et là, on est au début d'une histoire. Si je prends mon propre cas, chez Corian, on est en train de démarrer cela. Et Eric a raison, on n'exploite pas assez ces données. Notamment sur un groupe comme Corian, où j'ai en France 25 000 salariés, dans le groupe 60 000 salariés, il y a forcément des similitudes. Il y a forcément des choses à faire sur la mobilité locale, par exemple, en connaissant mieux une chose toute bête, par exemple, raccorder l'adresse postale, enfin, là où les gens vivent, avec le site de travail. Tu vas me dire, c'est une évidence. Pas toujours. Ouais. Donc, voilà, ça c'est le Pas sur des dizaines de milliers de personnes, quoi. Et voilà. Et puis après, on peut sophistiquer. C'est-à-dire que plus on monte dans l'intelligence des données, plus on peut bâtir des parcours intelligents. Et bien sûr, les soft skills, sur lesquels, chez nous en particulier, on fait des métiers où le soft skill est primordial. Bien sûr, il faut assurer le socle technique pour être directeur de clinique. Ça va de soi. Mais au-delà de cela, il y a des compétences donc soft qui consistent à savoir engager avec des familles, des résidents, travailler la qualité, engager avec les parties prenantes autour du site, qui sont des choses qui ne s'apprennent pas forcément à l'école, mais qui doivent être détectées. Et c'est bien ça qui va faire la différence ensuite dans la gestion d'un site et de la performance du groupe. Et ça, la techno est capable de le Elle détecter et d'aider les entreprises à le est gérer. prête, et puis sur de l'intelligence artificielle, plus on l'utilise, plus on est fin, plus on est puissant, plus on est bon. Ouais. C'est un du cercle machine learning vertueux. en fait, donc on est clairement dans cet axe-là. Merci messieurs. Éric Géllet, donc Smart Recruiters, Rémi Boyer, le DRH de Corian.